Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une ce dimanche. Depuis 2017, le gouvernement a initié l'opération Grand Ménage pour la propreté de nos villes et communes. Hier samedi, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était à Samo, Larabia et Assé dans la région du Sud Comoé dans le cadre de la 41e édition de l'opération. Le ministre Akaawele était aux côtés d'Anne-Désiré Ouloto, la RTI également. Les candidats au concours direct d'entrée au CAFOP au titre des instituteurs adjoints composent ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal, nous irons à Gagnoa, San Pedro, Boaké et Abidjan où nos reporters et correspondants ont suivi pour vous le démarrage des épreuves. À suivre dans la page éducation de ce 13h. Et puis, nous parlerons aussi de l'enrôlement en cette année 2020. La révision de la liste électorale prend fin ce dimanche comme l'avait prévu la CEI, la Commission électorale indépendante. On verra cela dans une vingtaine de minutes. On comptabilise déjà plus de 20 morts du fait de la pluie. Elle tombe, elle tue. En cette année 2020, la saison des pluies est aussi meurtrière que celle d'années antérieures. Certains Ivoiriens craignent même une saison avec de plus graves conséquences. On a encore en mémoire ces pluies diluviennes, ces maisons inondées, ces personnes piégées dans leurs véhicules, ces rues transformées en torrents faisant des morts et d'importants dégâts. Pourquoi ? Pourquoi chaque année doit-on assister, presque impuissant, à ce film d'horreur? Ces glissements de terrain, ces coulées de boue qui détruisent tout, qui emportent des vies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier définitivement la situation? À cette question, nous aurons une réponse aujourd'hui. Nous avons sollicité le ministère de la Salubrité qui nous a fait le plaisir de nous envoyer son conseiller technique chargé de l'assainissement et du drainage, M. Tapé Zékré. Bonjour, M. Tapé. Bonjour, M. Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. M. Tapé, hier, à l'époque, en tout cas, la pluie, c'était le bonheur. Aujourd'hui, ça rime avec deuil. C'est vrai, la pluie a toujours été un bonheur pour la population, et surtout pour un pays agricole comme le nôtre. Mais effectivement, il faut constater que depuis quelques années, c'est vraiment l'horreur pour la population. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous apporter des éclairages. Je vous retrouve dans 30 minutes. La saison des pluies court jusqu'à fin juillet. C'est vrai, généralement, après les mois de juin, les précipitations ne sont plus forcément fortes, mais il peut y en avoir par endroits. La Sodexam informe d'ailleurs que ce week-end sera marqué par des pluies intermittentes et des orages qui toucheront le district d'Abidjan ainsi que le nord-est du pays. Elles se propageront au fil des heures vers la partie ouest de la Côte d'Ivoire. La recommandation majeure, c'est la prudence, la vigilance. Quittons les zones à risque, les zones inondables. Selon les spécialistes, les inondations que nous subissons peuvent être dues à l'insalubrité. L'État l'a compris, l'État a donc initié des opérations pour rendre propres nos villes, nos communes, tout en nettoyant nos rues, en désherbant et en curant nos caniveaux. Voilà 41 mois aujourd'hui que l'opération Grand Ménage a démarré et hier samedi, c'est Bonois dans la région du Sud Comoé qui a reçu l'équipe de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Anne Ouloto avait à ses côtés le ministre Eugène Akaawele, président du conseil régional, et la RTI y était représentée par son directeur général et une forte délégation. Pourquoi? Parce que la RTI en était le partenaire officiel et que la première chaîne audiovisuelle de Côte d'Ivoire accompagne toujours les grands événements d'utilité publique. Grâce Kando. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, partenaire officiel de la 41e édition de l'opération Grand Ménage dans le Sud Comoé. Première étape, l'Arabia où le coup d'envoi est donné par les ministres de l'Assainissement et de la Salubrité et de la Santé et de l'Hygiène publique en compagnie des autorités locales et cadres de la région. Sensibilisation des populations aux notions d'hygiène, installation du comité local de salubrité, remise de certificats aux ambassadeurs de la propriété et de matériel aux populations. Nous allons sensibiliser la population. Chacun va nettoyer devant sa cour. Et puis choisir un jour, comme Madame la ministre l'a dit, ensemble, maintenant fédérer nos forces pour essayer de nettoyer un peu l'Arabia. Après l'Arabia, cap est mis sur le village d'Assé. Ici aussi, les populations se sont engagées à toujours prôner les valeurs de propriété pour leur bien-être. Des ambassadeurs de la salubrité ont été désignés, dont le ministre Akaawele,
Et le comité de salubrité de AC a été installé par Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, fils du village. Pour maintenir le cap de la salubrité, les populations d'AC ont aussi reçu leur dotation en matériel. La salubrité, l'assainissement demeure et se perpétue de jour en jour pour éviter, dans un premier temps, la malpropreté, de nous prémunir des différentes maladies telles que la Covid. À l'Arabia comme à AC, les populations ont émis des doléances apportant entre autres sur l'acquisition d'ambulances, la construction d'un centre de santé, de collèges de proximité et l'achèvement de la cantine scolaire. Des préoccupations qui trouvent des échos favorables auprès des deux émissaires du gouvernement qui comptent y apporter des solutions. Merci à Madame le ministre et au ministre de la Santé, de la RTI, fils de ce village, par rapport à tous ces dons qu'ils viennent de faire à ce village et par rapport à nos doléances qu'ils viennent d'accepter. Dernière localité visitée par la 41e édition de l'opération Grand Ménage, Samo. La population, dans toute sa composante, a aussi marqué son accord pour accompagner cette initiative du gouvernement qui vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Remise de certificats aux ambassadeurs de la salubrité, installation du comité local de propriété et remise de matériel étaient également au menu. Nous allons faire en sorte de passer à l'acte, c'est-à-dire faire en sorte de sensibiliser les populations, de bien utiliser le matériel qui leur a été offert et que chacun puisse nettoyer devant sa cour afin que nous puissions avoir une ville, un pays propre. Hommage a été rendu à un opérateur économique qui a réalisé un pont piéton et qui œuvre également pour les actions de salubrité. On a fait un grand pont de Sambo. Là, tout le monde y veut passer, on va rentrer dans l'eau. Et puis on va continuer de faire toujours. Jusqu'à dans 3 mois encore, on va faire un deuxième pont pour faire pour la population de Sambo encore. À Samo, les requêtes ont été aussi présentées par les cadres de cette localité. Entre autres, la dotation de bacs à ordures, d'une ambulance, d'un bloc opératoire, des préoccupations qui ont également trouvé une oreille attentive. Selon le ministre de la Santé, le bloc sera réhabilité. 1,975 milliard sont prévus pour mettre à niveau 40 hôpitaux. Autre temps fort du grand ménage, le directeur général de la RTI fait don de mobilier de bureau à la sous-préfecture de Bonois. C'est une initiative à saluer, elle est citoyenne, elle est exemplaire, un modèle à copier. En ce qui concerne le grand ménage, la RTI s'engage aux côtés du gouvernement pour l'accompagner dans ses missions de vulgarisation de ses activités. C'est une initiative qui, pour atteindre le résultat du consommateur final, comme on le dirait par ailleurs, a besoin de l'implication de tout le monde. Des agents économiques, c'est-à-dire des individus comme des entreprises et des associations. Et en tant qu'entreprise citoyenne, la RTI, qui est au quotidien avec les Ivoiriens, s'est engagée pour être un partenaire important, voire stratégique, pour accompagner le gouvernement, accompagner le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité publique, pour que nous obtenions ensemble ce changement social, ce changement de comportement. Le grand ménage dans le sud Comoé, l'initiative est saluée par le ministre Aka Aoulié, par ailleurs président du conseil régional. En tant que ministre de la Santé, je voudrais m'approprier cette opération, en ce sens qu'il s'agit manifestement d'une opération qui est d'actualité à l'heure de la Covid-19, de la pandémie à Covid-19, qui indique clairement que c'est la prévention qui est le premier moyen de lutter contre toutes les pandémies. Après la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI en masse, c'est au tour de la RTI d'associer son image à cette 41e édition de l'opération Grand Ménage. Nous reprenons aujourd'hui à l'initiative du directeur général de la RTI qui a offert également son engagement, l'implication de la RTI à donc cette bataille pour le changement de comportement. Je voudrais donc lui dire merci et à son initiative toujours, nous avons organisé aujourd'hui cette 41e édition et cela nous a permis de visiter les localités de l'Arabia, de AC et de Samo. Nous avons besoin d'engagement citoyen, des entreprises citoyennes pour nous accompagner, pour accompagner le gouvernement dans cette grande ambition d'inverser la tendance
en obtenant donc le changement de comportement de nos concitoyens. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'implication de la RTI à l'opération Grand Ménage doit faire tache d'huile auprès des autres structures. C'est en mars 2017 qu'elle a été lancée par la première dame Dominique Ouattara. La RTI, donc, partenaire officiel, partenaire stratégique du Grand Ménage. On va à présent tendre l'oreille au silence. Le silence de la mort, de la maladie, le silence de la désolation causée à travers le monde par le coronavirus depuis plusieurs mois. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les chiffres sont tombés hier soir. 218, le nombre de nouveaux cas, 81, le nombre de nouveaux guéris et 2 décès supplémentaires. Le pays compte aujourd'hui 10 462 malades liés au nouveau coronavirus et 72 d'entre eux ont été vaincus par la maladie. En communiquant ces chiffres, le directeur général de la Santé a invité, une fois de plus, les populations au respect des mesures barrières. C'est seulement ce qui pourrait véritablement nous aider à stopper le virus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 4 juillet 2020, 218 nouveaux cas de Covid-19 sur 1553 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 81 guéris et 2 décès. Nous avons noté ce jour 2 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit de 2 patients de 61 ans et de 73 ans, tous 2 diabétiques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 4 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 462 cas confirmés, dont 4 807 personnes guéries, 72 décès et 5 583 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 62 205. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. 10 462 malades de Covid et 72 morts, c'est vrai, mais le nombre de guérisons nous donne de l'espoir et du sourire. Le pays enregistre 4 807 patients guéris à ce jour. Le fameux testé, tracé, isolé, traité est toujours donc d'actualité en Côte d'Ivoire, d'où ces chiffres. Ailleurs dans le monde, le tableau est tout aussi sombre. Nos voisins, les Ghanéens, pleurent la perte de 122 personnes sur un total de 20 085 malades. Le Mali compte 2303 cas avec 118 décès. En Égypte, les malades de Covid sont au nombre de 74 035. Là-bas, ce sont 3 280 personnes qui sont décédées. L'Afrique du Sud est en haut de ce sinistre classement avec 187 977 cas de Covid et 3 026 décès. À l'échelle du monde, on compte plus de 11 400 000 malades pour plus de 534 000 décès. On peut freiner le coronavirus, nous devons seulement être disciplinés et responsables. Lavons-nous les mains régulièrement. C'est un geste qui est si simple mais qui a tant de bénéfices. Et puis, portons nos masques, portons-les chaque fois que nous sortons de chez nous. Malheureusement, hier encore, lors du point de presse, les autorités disent avoir observé un relâchement criant dans le respect des mesures barrières, ce qui est un boulevard offert au virus mortel dans sa progression. Sidonie Davila. Campagne de sensibilisation, communication à travers plusieurs supports. Malgré tout ce qui est fait et dit pour faire barrière à la maladie à coronavirus, les chiffres dans le pays vont de plus en plus croissants. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. L'épicentre demeure le Grand Abidjan avec au moins 96% des cas.
L'intérieur du pays est faiblement impacté, même si le nombre de districts sanitaires touchés a augmenté. Des cas de décès de Covid-19 ont été également notifiés chez des sujets jeunes ou des sujets ne présentant aucun antécédent médical particulier. C'est la preuve que la maladie est réelle, qu'elle est dangereuse et que nul n'est à l'abri. Le ministère de la Santé note également un relâchement du respect des mesures barrières. Face à ce constat qui interpelle, Dr Edith Kwasi implique la responsabilité de tous dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires et sécuritaires pour faire reculer la pandémie. Parlant justement de sécurité, en condamnant le comportement de certains usagers de la route qui enfreignent aux mesures sécuritaires mises en place par les autorités, le commissaire Bleu Charlemagne s'est voulu ferme. Les principaux convois officiels qui ont été organisés jusque-là étaient liés à la reprise des classes. Bien entendu, appelons la bienveillante attention de messieurs les préfets de nos 108 départements signataires délégués des dites autorisations à l'effet d'exiger à tout requérant le moyen par lequel il entend se rendre à Abidjan et vice-versa, conformément à l'annexe de l'arrêté susvisé. Dans la journée du vendredi, 6 individus de diverses nationalités ont été interpellés et refoulés par le commissariat mixte de Ouagadougou pour violation de mesures de fermeture des frontières ivoiriennes, selon le commissaire Bleu Charlemagne. Cette situation de crise sanitaire est l'occasion de prouver la solidarité de nos concitoyens, la solidarité des populations. Les responsables de la mine d'or d'Agbaou s'inscrivent dans cet élan. Engagés contre la pandémie de Covid-19, ils viennent d'offrir 20 000 masques de protection et des kits d'hygiène à l'inspection d'enseignement préscolaire et primaire de Iré. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. L'inspection d'enseignement préscolaire et primaire IEPP de Iré dans la région de l'Or-du-Bois compte environ 80 écoles avec un effectif de 97 000 élèves et 385 enseignants. Face à la menace de la pandémie de la COVID-19, cette IEPP a sollicité des bonnes volontés afin de bénéficier d'appui dans la lutte engagée contre la maladie. La mine d'or d'Agbaou, filiale du groupe Endeavour Mining, vient de répondre favorablement à cette requête. L'école pour nous, ça fait partie des valeurs, la formation, l'avenir du pays. Aujourd'hui, Endeavour, c'est la formation, la relève. Nous avons répondu à un cri de cœur de l'école ivoirienne. Donc nous avons fait un don en masques, près de 20 000 masques que nous donnons à l'inspection primaire pour le travail important que font les enseignants et aussi voir comment nous pouvons réduire le risque de propagation de l'épidémie dans les écoles qui sont autour de la mine. Le geste de solidarité en cette période de crise sanitaire a été salué à juste titre par les autorités municipales et préfectorales. La mine d'or d'Agbaou et le groupe Endeavour Mining avaient déjà soutenu des populations et des centres de santé du département de Divo pour un montant de plus de 40 millions de francs, sans oublier un appui de 800 millions de francs CFA au gouvernement de Côte d'Ivoire. La pandémie de Covid-19 ne l'aura pas empêché de se tenir. L'édition 2020 du concours direct d'entrée au CAFOP, au titre des instituteurs adjoints, a bel et bien lieu. Les candidats composent ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Ici, nous sommes à Gagnoa. Notre reporter sur place, Cheikh Koné, nous dit que les épreuves ont bien démarré ce matin. Vous l'entendrez ce soir à coup sûr. De Gagnoa, on revient ici à Abidjan après environ 270 km de route. Les candidats au concours d'entrée au CAFOP composent également depuis ce matin dans la capitale économique de Côte d'Ivoire, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images, des images qui ont été tournées par Didier Nguessan et Bachel Kader. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de ce soir. En attendant, je vous amène dans la région de Bouaké, à Bouaké précisément, où les 5000 candidats au concours direct d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique ont également composé ce dimanche. Le témoignage de Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké.
Ils sont environ 5000 candidats dans la région de Gbeke à frapper aux portes des centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Côte d'Ivoire. C'est au lycée moderne TCF de Bouaké que le représentant du préfet des régions a procédé au lancement de la session 2020 du concours direct d'entrée au CAFOP. Les autorités éducatives régionales ont pris toutes les dispositions pour la réussite de l'organisation du concours. Dans chaque centre, nous avons au bas mot 2 agents des forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Tous nos surveillants sont en place. Les chefs de centre sont en place et je pense que l'organisation se passe de fort belle manière. L'autorité administrative a invité les différents candidats à la sérénité et à éviter tout acte de tricherie. Nous avons demandé aux candidats de composer en toute sérénité parce que au terme de ce concours, ceux qui seront retenus seront les meilleurs puisque c'est un concours qui a lieu au plan national. Donc il est interdit toute tricherie, c'est ce que nous avons recommandé. Et de ne regarder que sur leur feuille de composition. La confiance est démise sur les candidats. Le sujet, bon, ça va pour le moment. On n'a pas de difficultés. Je souhaite bonne chance à tous les candidats du CAFOP 2020. Que cette année soit notre année. Les candidats au concours direct d'entrée au CAFOP de la région de Gbeke sont répartis dans 10 centres de composition. Les résultats des épreuves écrites sont prévus pour le 1er août et seront suivis des épreuves psychotechniques le 9 août prochain. Je vous l'ai dit, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par ce concours d'entrée au CAFOP. Du côté de San Pedro, dans le sud-ouest du pays, ce sont 1976 candidats qui tentent leur chance de devenir instituteur adjoint. Depuis le début de la composition ce matin, tout se déroule bien, selon notre correspondant sur place, Sam Conan. Concours d'entrée au CAFOP 2020. À San Pedro, ils sont 1976 candidats qui affrontent depuis ce matin dans 4 centres comme celui du lycée moderne Inagui ou du groupe scolaire Clé-Ange, les épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Pour la première matière de ce matin, les candidats jugent abordable. Nous venons de composer en mathématiques. En tout cas, c'était abordable. Les exercices étaient bons. En tout cas, il a bien trouvé les exercices, quoi. Donc, on laisse tout maintenant dans la main de Dieu. Vous dites que cette année, il y a une particularité. Parce que les années précédentes, il y a de l'affluence et c'est à Abidjan, avec la délocalisation. Vraiment, tout va bien. Et puis les suivis sont aussi abordables. Moi, j'ai trouvé que vraiment, c'est bien. Les autorités préfectorales ont sillonné quelques centres pour se faire une idée de l'organisation. Si tout se déroule bien dans l'ensemble, ici au centre du groupe scolaire Clé-Ange, 2 candidats ont été pris en flagrant délit de tricherie. Et nous déplorons des cas de fraude. 2 personnes ont été prises en flagrant délit utilisant le portable et immédiatement le protocole a été appliqué. Ces personnes ont été sorties. Nous avons besoin d'instituteurs probes, d'instituteurs qui apprennent pour pouvoir former de bonnes personnes demain pour le devenir du pays. Le concours d'entrée au CAFOP 2020 se déroule dans le respect des mesures barrières, comme le lavage des mains, le port de masque et la distanciation physique. Tous nos voeux de réussite à tous ces candidats, bonne chance à tous ces futurs enseignants. En attendant, leurs aînés dans le métier sont formés à travers des émissions radiophoniques. Ils sont au nombre de 26 000 et ils voient leur capacité renforcée grâce à l'accompagnement technique et logistique de l'Agence universitaire de la francophonie. Le reportage de Didier Nguessan. Soutenir la formation académique à travers des émissions radiophoniques. Un programme à l'intention de 25 000 enseignants du primaire et d'environ 1 000 chefs d'établissement scolaire. Il s'agit de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. De ce programme-là, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut faire, comment il faut s'engager dans ce dispositif-là. Les outils ont été élaborés. Il appartiendra donc à la cellule qui gère ce programme-là de le diffuser auprès de tous les acteurs qui sont sur le terrain. Ces acteurs-là, il y a les enseignants qui suivent le programme et en amont les conseillers pédagogiques qui sont les tuteurs. Voilà, donc ce dispositif sera déployé sur le terrain et chaque acteur saura ce qu'il faut faire pour que le programme puisse continuer au bénéfice des enseignants. L'Agence universitaire de la francophonie, AUF, soutient le projet. Le rôle de l'AUF dans tout ce processus a été un rôle d'accompagnateur. Comme nous l'indique la Convention,
nous avons mis en place les conditions matérielles et logistiques du déroulement de cette activité et nous avons fait le suivi des activités pour aboutir donc au résultat. À terme, 80 000 enseignants pourront bénéficier de ce programme de renforcement de capacité. Direction Grand Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Un séminaire de renforcement des capacités des responsables des différents programmes du ministère des Eaux et Forêts vient de s'y tenir. Il a été initié pour former les acteurs du ministère sur l'évaluation de la performance pour une gestion efficiente des budgets alloués. Les précisions d'Astou Touré. Spécifiquement, il s'agit de définir les indicateurs de performance et d'actualiser le document de programmation pluriannuel des dépenses et préparer la conférence budgétaire 2021. L'année 2020 a marqué le basculement en mode budget-programme de la Côte d'Ivoire, en l'instar de tous les pays de l'UEMOA. Et c'est une nouvelle norme budgétaire et il fallait que tous les acteurs du ministère soient formés au rudiment de cette nouvelle façon de concevoir le budget et d'exécuter le budget. Cette formation des responsables des programmes et d'unités opérationnelles en gestion budgétaire vise à évaluer leur performance dans la mise en œuvre de leurs activités. Réunis à Grand Bassam, les premiers responsables du ministère des Eaux et Forêts ont pu échanger sur la nouvelle disposition dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée. Nous allons instruire les acteurs d'abord sur la définition du budget programme et les méthodologies, mais surtout donner les arguments pour pouvoir concevoir des documents, pour pouvoir évaluer la performance des activités à travers les objectifs qu'ils auraient à définir, ou du moins qu'ils ont définis, qu'ils pourront améliorer, les activités retenues, comment définir les indicateurs et comment mettre en place un mécanisme de suivi des indicateurs qui va être consigné dans un document qu'on appelle le rapport annuel des performances. Le directeur de cabinet situe tout l'enjeu et l'impact de ce séminaire de gestion budgétaire. Le président atelier a donc pour objet de mettre tous les acteurs au même niveau de formation parce que désormais, il s'agit de contrats de performance. Environ 40 personnes prennent part à cette rencontre qui se tient sur 2 jours. Et de Grand Bassam, je vous amène à Taï, région du Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé d'y créer un corridor écologique le long de la rivière Saro. Il s'agit de restaurer la connectivité écologique entre le parc national de Taï et le parc de Grebo-Crahan au Libéria. Le projet vient d'être lancé à la préfecture de Taï en présence de l'ensemble des acteurs du projet et de notre reporter Tao F. Boué. Suivons sa correspondance. La phase de mise en œuvre du projet Conservation de la biodiversité dans le complexe Taï-Grebo-Sapo est lancée à la préfecture de Taï en présence de l'ensemble des parties prenantes. L'unité d'exécution du projet est présentée. L'objectif est de restaurer la connectivité écologique entre le parc national de Taï en Côte d'Ivoire et le parc national de Grebo-Crahan au Libéria. Ce projet consiste à créer un couloir de partage de biodiversité entre le parc national de Taï et les forêts avoisinantes au Libéria. Il y a différentes espèces qui vivent dans ce parc et pour ne pas qu'il y ait des problèmes de consanguinité et pour ne pas que ces espèces arrivent à mourir, il faudrait qu'il y ait un couloir où il y ait des échanges entre les différentes espèces qui vivent aussi bien dans ce parc que dans les autres parcs au Libéria. À Taï, ce couloir ou corridor écologique sera aménagé le long de la rivière Saro sur 6 km et 225 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Ce sont près de 150 ménages qui sont impactés. Malgré les 2 années de la phase préparatoire, jalonnée d'études écologiques, économiques et sociologiques, des inquiétudes des populations impactées demeurent. Elles concernent principalement le déguerpissement et les questions liées au développement. Les parents étaient autant dans le parc national de Taï. Les parents ont été chassés sans 5 000 francs. Tous les biens aujourd'hui sont restés aujourd'hui dans le parc. On voit encore le projet corridor qui vient s'installer dans notre nez. On n'a pas de forêt. Et vous nous demandez encore les 225 de chaque côté de la rivière de Zaro. Est-ce que du jour au lendemain, ça ne va pas s'agrandir comme l'a fait le parc? Donc les parents ont peur. Il faut que cette fois-ci, que tout le monde s'occupe des préoccupations des populations que nous sommes. Globalement, le développement. Taï a besoin d'un développement.
à commencer par la route. Les autorités rassurent que ces soucis seront traités. L'ensemble des préoccupations, que ce soit aussi bien par les populations, aussi bien par les élus, tout cela sera pris en compte. Le projet Conservation de la biodiversité dans le complexe Taï-Grebo-Sapo est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Libéria et la République fédérale d'Allemagne. Il est financé par la coopération financière allemande KfW à travers la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire à près de 5 milliards de francs CFA. Sa durée est de 5 ans. À terme, il sera géré par les populations avec un statut de réserve naturelle volontaire. En 1995, l'ONU proclame la Journée internationale des coopératives. Elle est célébrée chaque année le premier samedi de juillet. Hier, le monde a célébré la journée qui avait pour thème les coopératives pour l'action pour le climat. En Côte d'Ivoire, la coopérative Ecokim, qui s'est inscrite dans l'action à l'issue de sa 26e Assemblée générale, veut participer à la réforme structurelle de l'économie ivoirienne à travers la construction d'unités de transformation de cacao. Le travail de la terre, ce n'est pas facile. C'était le 27 septembre 2014 à Bonon, dans le département de Bouaflé, à l'occasion de la célébration des 10 ans d'existence de la coopérative Ecokim. Malgré les difficultés, les coopérateurs membres d'Ecokim ont continué de pratiquer la terre. Et comme elle n'est pas ingrate, les résultats sont là. 16 ans après, leur niveau de réalisation est de 108%, avec 48 682 tonnes de cacao, commercialisées pour un chiffre d'affaires de plus de 62 milliards de francs CFA. Pour apprécier ce bon qualitatif, 26 coopératives sur les 29 que compte l'Union ont fait le déplacement. Le quorum largement atteint, les coopérateurs ont validé tous les actes de l'exercice 2019-2020. Ils ont renouvelé les instances dirigeantes et décliné les perspectives. Nous pensons à la mise en place d'une unité de transformation de cacao bio d'une capacité de 1 tonne à Daloa. On souhaiterait que cela puisse voir le jour en 2021. Nous avons un projet aussi pour 2021, la mise en place d'une unité de transformation de cacao dans le Kavadougou. Ça doit avoir le jour aussi en 2021. Un projet immédiat aussi, c'est la mise en place des petites unités de transformation de manioc en atiqué et tous les dérivés qui en découlaient pour pouvoir garantir l'approvisionnement en nourriture de nos cantines scolaires que nous avons réalisées, mais aussi de permettre aux braves paysans de pouvoir se nourrir. Le directeur général, lui, a pris l'engagement avec l'accord des coopérateurs de rendre le tablier d'ici à 2022. Mais avant, il a promis préparer la relève. C'était un reportage de Noël Gnagno du service économie de la rédaction. On ouvre la page politique de ce journal avec la révision de la liste électorale qui s'achève ce dimanche. On se souvient que la commission électorale indépendante avait prorogé l'opération de révision donc de la liste électorale à ce dimanche 5 juillet à 12h. Là, il est 13h partout en Côte d'Ivoire. L'institution avait invité ses agents à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de cette opération, tout en comptant sur le civisme de toutes et tous pour la finaliser, cette opération donc dans les meilleures conditions. Fin donc de la révision de la liste électorale 2020. Elle prend fin ce dimanche, c'est vrai, mais pendant tout le temps de la révision de la liste électorale, les cadres RHDP de la région de la Maraoué se sont mobilisés sur le terrain. Ils ont sensibilisé les populations à prendre part à l'opération pour la victoire de leur candidat, Amadou Gon Coulibaly, à la présidentielle d'octobre prochain. Les cadres RHDP de la région de la Maraoué en ordre de bataille pour la victoire du RHDP au premier tour des élections au soir du 31 octobre 2020. Unis et mobilisés pour cet objectif commun, plusieurs stratégies sont mises en place. Depuis ce samedi 27 juin, nous avons entrepris au niveau de la coordination régionale, précisément au niveau de Bouaflé, une opération que nous avons appelée Opération Araignée, visant à dénicher tous les nouveaux majeurs et anciens majeurs non inscrits sur la liste électorale. C'est une opération de ratissage et ensemble avec tous les cadres du département de Bouaflé, les cadres du RHDP, nous mettons les bouchées doubles pour pouvoir rassembler le maximum de nouveaux électeurs
durant ces derniers jours afin d'assurer la victoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Responsables locaux et militants du parti sont sur le terrain pour faire du porte-à-porte et retrouver toutes ces personnes non inscrites sur la liste électorale. Plusieurs personnes séances tenantes ont été inscrites sur la liste par les soins de l'équipe mobile du RHDP. Nous sommes effectivement sur le terrain parce que nous sommes au dernier virage. Donc nous avons encore toujours des militants dormants. On a des parents qui ne se sont pas toujours fait enrôler sur la liste électorale. Donc nous rentrons dans les hameaux, dans les quartiers, nous faisons du porte-à-porte pour pouvoir les inciter jusque-là, aller les faire enrôler. Rappelons que cette opération éclatée enregistre la présence de l'ensemble des cadres du parti à Boisflé qui, sous le leadership du ministre Epiphane Soro, sont déterminés pour la victoire du parti. Dans la région de la Nawa, les membres de l'Union des enseignants RHDP ont également investi le terrain pour sensibiliser les nouveaux majeurs et les populations en général à prendre part au processus de révision de la liste électorale. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Après les villes de Soubré et Méagui, le coordinateur régional associé du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la Nawa continue d'investir le terrain. Cette fois, le cap est mis sur les localités de Buyo, Gueyo et Grands Atri. L'idée, sensibiliser les membres de l'Union des enseignants RHDP à s'engager davantage dans le processus de révision de la liste électorale. Autrement dit, inviter les enseignants de ce groupement, quel que soit l'endroit où ils résident, à aller dans les campements et hameaux pour exhorter les populations, en particulier les nouveaux électeurs, à une adhésion massive autour de l'opération de l'enrôlement sur la liste électorale. Je me suis déjà fait enrôler et nous sommes prêts pour encourager d'autres nouveaux majeurs au niveau du corps enseignant à se faire enrôler pour la victoire de notre candidat Amadou Gon Coulibaly. Après une dizaine de jours de sensibilisation dans la Nawa, l'heure est au bilan. Cette tournée est satisfaisante. On a senti une grande mobilisation aussi bien à Bio comme à Grands Atri. Et là, les enseignants sont mobilisés et ils comptent faire encore mieux que ce qu'ils ont fait. Pour les membres de l'Union des enseignants, UE-RHDP, la prorogation des jours du processus de révision de la liste électorale vient à point nommé pour la réussite de cette opération d'enrôlement. Place au magazine du dimanche. Celui que nous recevons aujourd'hui est chargé de l'assainissement et du drainage au ministère de l'assainissement et de la salubrité. Monsieur Tapé Zékré, merci encore d'avoir dit oui à notre invitation. Merci surtout à Madame le ministre Anne-Désirée Oloto. On va d'abord suivre ce reportage juste pour planter le décor et ensuite on revient pour échanger. Pour apporter des solutions durables aux problèmes d'assainissement et de drainage, notamment à Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté à partir de 2011 d'une étude institutionnelle et d'une politique sectorielle dans le but d'accélérer l'accroissement du taux de couverture nationale en la matière. Cette réforme a abouti, entre autres, à la création d'une structure opérationnelle dédiée au développement du secteur, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD, qui est à pied d'œuvre pour la réalisation de grands travaux dans plusieurs communes du district d'Abidjan, notamment à la Riviera Palmeraie. La solution d'aménagement proposée, c'était de construire 3 bassins d'écrêtement de crues et puis de relier ces bassins d'écrêtement de crues au réseau existant de la Palmeraie. Par rapport aux 3 barrages qui étaient envisagés, on a pu réaliser un barrage et on a pu réaliser le collecteur en aval du barrage jusque dans la zone de Blue Rock. Malheureusement, pour l'instant, les deux autres sites qui ont été identifiés, sur lesquels on doit réaliser également des barrages, ont été occupés. Certains propriétaires qui ont des titres dûment acquis, on est obligé de suivre une procédure pour les indemniser avant de pouvoir démolir leurs habitations et construire les barrages envisagés. D'autres grands chantiers portant également sur la réalisation de plusieurs schémas directeurs d'assainissement et de drainage à Abidjan et à l'intérieur du pays. À ce sujet, une table ronde des bailleurs tenue en juin 2019 a mobilisé des intentions de plus de 738 milliards de francs CFA,
sur 585,063 milliards de francs CFA attendus. Qu'est-ce qui se passe, M. Tapé? Pourquoi en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, la pluie tue? Merci, M. Hamza. Donc, j'ai dit à toute la population la compréhension du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Et d'entrée de jeu, effectivement, il faut situer le problème. Une ville, c'est à une vie, et pour que des équipements soient faits dans une ville, il y a ce qu'on appelle la mise en place des schémas directeurs d'assainissement du drainage dans notre métier. Et en ce qui concerne Abidjan, effectivement, il y avait un problème aussi dans les années 60-70, une épidémie qui a provoqué des morts, et c'est comme ça que le premier schéma a été mis en place de 111 à 114. Trècheville était un marécage, Marcouli était un marécage. Allez voir aujourd'hui, en suivant ces schémas directeurs, effectivement, Trècheville aujourd'hui est moins exposé à tout ça. Et ce premier schéma, Abidjan faisait 500 000 habitants. Le premier schéma a été révisé en 1981. Abidjan faisait 1 200 000 habitants. Et ce schéma vient d'être révisé en 2018. Abidjan fait 3 600 000. Et en temps, il y a eu des multiplications, effectivement, des aménagements urbains. Il y a eu la densification des quartiers et une urbanisation croissante qui s'en est suivie. L'occupation des espaces verts naturels. Voilà un peu les problèmes. Donc la solution serait quoi? La remise en œuvre d'un nouveau schéma directeur qui est même déjà fait et qui a été adopté l'année dernière par le gouvernement l'année dernière, oui. Qui a fait l'objet du table ronde. Et ces schémas directeurs ne couvrent pas seulement la ville d'Abidjan, ils couvrent aussi Anyama, Benjerville, couvrent Songon, dont le district vraiment d'Abidjan, qui a abouti à des conclusions que vraiment nous conseillons de suivre. Un schéma directeur qui sera mis en œuvre pour 10 ans, M. Tapé. Voilà, les premières 10 années, c'est sûr 4 décennies, mais les premières 10 années, le gouvernement a déjà fait tous les efforts. Les intentions de financement ont été réalisées. Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, suite à ces intentions, a mené des discussions avec les bailleurs. Aujourd'hui, les protocoles sont signés. Il est question d'aller sur le terrain. Et vous parlez d'intention de financement, on parle donc de 500 milliards, 585 milliards. Qu'est-ce qui manque? Le gouvernement a validé un schéma directeur qui est là. Les intentions sont là, les partenaires sont prêts. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on n'y va pas? Si, on y va. C'est-à-dire que parallèlement au schéma directeur, pour ne pas que de nombreux problèmes vraiment viennent endeuiller encore la vie d'Abidjan, le gouvernement a pris d'autres actions urgentes qui se font. Par exemple, avec certains bailleurs de fonds comme la BOAD, dans le bassin de Gourou, pour l'Indénier, avec donc la Banque mondiale, donc qui vient d'être signé pour 188 milliards pour effectivement Bassam, pour Palmeraie, pour Boaké, pour Yopougon, et tout ça. Ça, c'est dans l'urgence. Maintenant, dans la mise en œuvre du schéma directeur, Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a signé vraiment des protocoles avec tous les bailleurs. Ça c'est ficelé. Il est question de passer maintenant au contrat commercial, mais ça demande que les études soient faites pour qu'effectivement on apprécie bien les problèmes qu'il y a à faire sur le terrain. L'urbanisation s'est faite de façon rapide. Les quartiers ont été densifiés. Mais la boussole est là maintenant, il faut suivre la boussole. Et la boussole qui a le schéma directeur. Vous parlez d'urbanisation. Abidjan qui s'urbanise, les travaux d'assainissement et de drainage qui n'ont pas suivi. À qui la faute? Bon, on ne peut pas accuser quelqu'un parce que la mise en place de ces équipements... Même pas l'État. Hein? Non, parce que c'est un processus. Un investissement comme celui-là, c'est un processus. Vous avez, dans les années 71, là, il y a eu donc, la création d'une société d'équipement de terrains urbains qui anticipait effectivement sur ces problèmes-là, qui équipait les terrains des réseaux variés divers, entre autres des ouvrages d'assainissement, des ouvrages de drainage, ce qui fait que certains quartiers aujourd'hui sont assez stables, comme les deux plateaux. Et cette structure donc, a été suspendue, a été dissoute. Depuis ce temps, effectivement, il n'y a pas eu de remplacement. L'assainissement s'est promené dans différents ministères. C'est vraiment en 2011 que l'assainissement a été donc figé dans un ministère, le ministère de la Construction et tout ça. C'est là qu'effectivement la réforme a été faite, c'est ça l'étude institutionnelle. C'est là qu'effectivement ils ont pris
la décision de créer l'ONAD, c'est là qu'ils ont pris la décision de créer un fonds national d'assainissement. Et suite à la mise en place de ces structures-là, de l'avènement de ces choses, ont permis aujourd'hui aux bailleurs de fonds de faire confiance vraiment à l'État de Côte d'Ivoire, d'où effectivement les intentions de financement et tout ça qui sont validées. Là, la verdure, le manque de verdure dans Abidjan est aussi une cause, vous en avez parlé. Oui. Mais la dernière catastrophe, M. Tapé, la dernière grosse catastrophe, c'était en 2018. On est en 2020. 2 ans après, on assiste au même deuil, au même drame, aux mêmes inondations. La mise en œuvre des travaux, quand bien même c'est des travaux d'urgence, obéit à des procédures. Les travaux comme par exemple... Des procédures de financement. Des procédures de décaissement. De décaissement et tout ça. On ne peut pas y échapper. Ça s'élève à combien déjà pour que ça soit si lourd à être décaissé? Non, par exemple, la Palmeraie dont on parle, la première temps de travaux qui a été fait s'élève à 9 milliards. 9 milliards. Voilà, 9 milliards. De francs CFA. Voilà, 9 milliards, bon, il y a des procédures qui sont possibles pour décaisser 9 milliards. Ce n'est pas 9 000 francs, ce n'est pas 900 000 francs, ce n'est pas 9 millions. Ouais. Il ne faut pas non plus, M. Tapé, que le remède soit pire que le mal. Il y a certains quartiers, notamment à Labra, où il y a eu des travaux, des débuts de travaux. Vous avez commencé, malheureusement, ce n'est pas achevé. Des pans de murs de certaines maisons ont été cassés. Malheureusement, comme ce n'est pas achevé, inondation chez certaines populations. À Labra a 2 problèmes. Ce premier problème-là qui concerne effectivement les démolitions, les libérations des passages d'eau, les occupations anarchiques qui sont faites là-bas. Et puis effectivement, à Labra, est arrivé à Labra ces derniers temps, le surplus des eaux qui viennent de Bonumé. À Bonumé, il y a 2 barrages à faire. Un premier barrage qui a été fait, sur lequel effectivement passe donc les passages routiers, et là on a mis tout en œuvre, mais un autre barrage en amont, puisque l'urbanisation continue, l'occupation des terrains continue, donc ça fait un rétrécissement des espaces, des emprises, ça fait donc un accroissement des volumes d'eau qui arrivent, une imperméabilisation donc, qui s'accentue, donc les volumes d'eau avec cette pluie qui est arrivée sont venus donc de façon à ce que le Bonumé a été donc submergé et ces eaux sont descendues à Labra sur le boulevard Mitterrand et en passant par Cap-Nord, effectivement, ces volumes-là, avec toutes les fermetures, les barrières, peut-être les castes qui n'ont pas, les démolitions qui n'ont pas été faites à temps, ou bien qui ont été faites partiellement, qui ont été remplacées par des grilles. Donc, cela amena des carcasses, ça s'est bloqué sur ces grilles, et puis l'eau est remontée, effectivement, à la... Et comme par hasard, ce sont les quartiers dits chics qui ont plus de problèmes que ceux dits pas chics. À Bobo, à Djamé, Yopougon, on ne parle pas de ces choses-là. Ah oui, malheureusement, parce que c'est dans les quartiers chics que l'urbanisation, que les constructions se font de façon rapide. Rapide, anarchique, construction sur les bassins d'orage. Voilà. Et tout. Bassin d'orage. Oui. En l'occurrence, le bassin d'orage de Palmeraie. Oui, de Palmeraie. Il a agressé. Nous allons y revenir. Les parents pauvres, justement, dans cette histoire, dans ce problème, c'est la Riviera, Rosier 5, cité Fandasso, Gré Château, qui est construit aussi sur un bassin d'orage, carrément. Bonoumin, Sinakasi, cité à Labra. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces endroits-là? C'est donc les hommes eux-mêmes qui sont le problème, M. Tapé. Sinakasi, c'était un bassin d'orage. Donc, le propriétaire a des attributions, une attribution normale. On ne peut pas y accéder, faire des travaux sans effectivement engager la procédure de compensation. C'est un bassin d'orage. Gré Château d'eau, Fandasso, c'est un bassin d'orage qui a été aussi loti, qui a fait l'objet d'une opération immobilière du nord de Fandasso. Donc, voilà. Et puis, Bonumé, c'est l'emprise du bassin qui est occupée. La Palmeraie, par exemple, c'est aussi... Monsieur Tapé, tout est dû au fait du comportement de l'homme. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une synergie d'action entre différents ministères pour que le travail soit fait, pour que ce genre de problème n'arrive pas? Parce que les populations, elles constatent le dégât. Elles ne se rendent pas compte, elles ne cherchent pas à savoir qui a construit où ou pas. Est-ce que ce n'est pas à l'État, le gouvernement, de se mettre ensemble, les différents ministères qui sont concernés, de se mettre ensemble pour que... Je sais qu'une plateforme a existé en 2018, après la catastrophe, mais est-ce qu'elle ne dort pas? La plateforme a existé, elle a été dynamique. Il faut peut-être que nos patrons se revoient pour aller plus rapidement maintenant, parce qu'effectivement, l'urbanisation est tellement rapide. Malgré même cette synergie, bon, l'État peut se retrouver peut-être en deçà vraiment de la vitesse qu'il faut observer pour pouvoir contrôler tout ça.
quand il y a eu cette urbanisation, l'occupation des sites va assez rapidement. Voilà le problème qu'il y a. Voilà. On dit quoi à la rue, ministre? Cette rue qui porte pour le moment si mal son nom. La rue ministre a été faite à l'époque où la Palmeraie était, disons, pratiquement une petite cité. Tout alentour de cette cité, il n'y avait pas de construction. Il n'y avait pas la cité-ci, il n'y avait pas de construction du côté de Akuedo, camp militaire, il n'y avait pas de construction du côté de Saint-Viateur, il y avait très peu de construction du côté des malls et tout ça. Tous ces espaces sont aujourd'hui aménagés et construits. Et l'aménagement de l'espace dans une ville, c'est comme des surfaces que vous imperméabilisez, c'est comme des dalles que vous faites et que la goutte d'eau qui tombe n'a plus qu'à couler. Elle ne peut plus entrer dans le sol pour être imperméable et suivre le cycle normal de l'eau. Toutes ces eaux, en un temps très court, c'est ce qu'on appelle le débit dans notre métier. Et leur cauchemar prend fin quand, ceux-là, à la rue ministre? À la rue ministre, il y a un projet qui existe, qui a commencé. Il y a donc 3 bassins d'orage qu'il faut réaliser. Ça a été dit dans le reportage. Un bassin d'orage vient d'être fini. Les travaux sont à 90-95%. Le canal aval a été réalisé. Les 2 bassins d'orage doivent être libérés pour que les travaux se fassent et que vraiment nos parents de la rue ministre retrouvent vraiment la quiétude et la paix. On va terminer, c'est ma toute dernière question en 30 secondes. On vient au barrage de la Palmeraie. Je ne sais pas si vous savez d'où je parle, c'est vers le 35e arrondissement. Mais quand je regarde, ça fait peur. Il y a des maisons qui sont en bordure, qui sont pratiquement touchées par les eaux. C'est ça. Pourquoi vous avez laissé faire? Bon, bref, 20 secondes, M. Tapé. Oui, mais l'administration prend en compte toutes ces remarques. Pourquoi on a laissé faire? Mais aujourd'hui, on constate que c'est un barrage qui a été fait, ce n'était pas un barrage routier. Ça a l'air d'un pont, c'est un... C'est un barrage qui a été fait suite à l'inondation de la cité des militaires qui étaient dans la zone. Oui. Ce barrage a été fait donc, à cette époque-là et ça a joué son rôle. Mais aujourd'hui, comme je dis, du fait de cette urbanisation galopante, du fait d'un civisme vraiment de nos parents, des populations, le barrage est agressé de tous côtés. Du côté aval, du côté où l'eau doit couler même, dans le milieu de la stabilité, l'assainissement y était le samedi dernier. Mais là, les gens ont construit. Les pieds des maisons. Vous avez laissé construire, M. Tapé. Merci beaucoup. Merci, M. Tapé. Merci d'être venu. Tapé Zécré, conseiller technique au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, chargé justement de l'assainissement et du drainage. Vous êtes venu nous faire le point des travaux engagés et même des travaux prévus pour que les populations ne craignent plus la pluie en Côte d'Ivoire. Merci de tous vos efforts et à bientôt. Des questions, il y en a énormément. Nous aurons d'autres occasions pour vous les poser. Nous allons refermer ce journal avec du sport. L'enjeu de l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF qui s'est tenue hier samedi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, donc résidait au niveau du quitus qui devait accorder ou non les membres actifs de l'institution fédérale au comité exécutif sortant. Le quitus a été donné à la gestion de l'instance dirigeante de la Maison de Verre de Trècheville. Sur 81 votants, 55 ont dit oui à la gouvernance 2019 de Sidi Diallo et ses collaborateurs. 25 lui ont dit non. Un votant s'est abstenu. La commission électorale tant attendue par le monde du football ivoirien a été mise en place et désignera son président dans une semaine. Voici donc le tableau des votes. Vous ne les verrez pas. Vous ne verrez pas ce tableau, mais ce soir, certainement, dans le journal, vous pourrez les voir. Ce journal s'arrête ici. Fin également de ce magazine que vous pourrez revoir sur RTI Mobile et sur rti.ci. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h avec Marie-Laure Ongoran. En attendant, prudence, car il pleut toujours. Et n'oublions pas de porter nos masques, protégeons-nous, car prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres.